Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va pouvoir profiter d'un témoignage d'un doctorant, qui sera un témoignage à double niveau. Dans un premier temps, on va s'attarder surtout sur comment vit-il son doctorat, ce qu'il aime le moins, un petit peu la forme de son doctorat. Et puis on va rentrer aussi dans le fond de son sujet, puisque c'est un sujet qui me passionne, qui est très intéressant. Et si vous regardez un petit peu les vidéos de cette chaîne, vous savez de quoi il s'agit: l'orientation scolaire et comment aider les jeunes à faire leur choix d'orientation scolaire. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Nicolas Hubert pour traiter de ce sujet. Il faut savoir, si vous êtes un petit peu curieux de rentrer dans les détails, vous avez sûrement vu la miniature avec un fond de Netflix. Le parallèle pourra peut-être être fait plus tard. Et si vous êtes curieux, pour participer à ce projet, vous pouvez également y contribuer en répondant au questionnaire qu'on mettra en dessous de la vidéo. Ce sera le premier lien. De toute façon, on y reviendra et on vous invitera à le remplir en fin de vidéo. Bref, sans plus tarder, peut-être qu'on peut rentrer sur ta présentation un petit peu, Nicolas, et comment tu vas? Ouais, salut Timothée, merci pour ton introduction. Moi, écoute, ça va très bien. Il fait beau à Nancy, donc on profite. Donc moi, je suis Nicolas, doctorant à l'Université de Lorraine, à Nancy, comme je l'ai dit. Et en fait, je suis originaire de Nancy. Donc j'y ai fait mes années lycée, j'y ai fait mes classes préparatoires. Et après mes classes prépa, j'ai été étudier 4 ans à Nantes. D'accord. Et puis au final, j'ai bouclé la boucle en revenant à Nancy pour mon doctorat. Donc on en reparlera certainement d'ici quelques minutes. Le sujet de mes travaux, comme tu l'as dit, c'est sur l'orientation scolaire. Et c'est pas pour rien, en fait, que j'ai choisi ce sujet, c'est-à-dire que je me sens très proche moi-même de cette problématique parce que pendant mon parcours scolaire, j'ai eu le sentiment de m'être un petit peu réorienté ou tu vois, d'avoir un petit peu basculé par rapport à ce qui était entre guillemets «prédit pour moi». Parce que quand on fait, alors moi j'ai fait des classes préparatoires économiques et sociales pour les grandes écoles de commerce et au final quand on se retrouve à faire un doctorat en intelligence artificielle, c'est pas Oui, forcément, la voie qui était privilégiée. c'est Donc sûr. voilà. Donc si on remonte en fait, plusieurs, années en arrière, moi j'avais fait un bac ES, donc économique et social au lycée, puis j'ai fait des classes prépa, HEC pour les écoles de commerce parce qu'en fait j'adorais l'économie, j'adorais les mathématiques. Ouais. Et du coup, je me suis pas forcément posé la question. Je me suis dit: «J'aime ça» et puis en plus, bon, ma mère, elle a fait ça, je vais faire pareil. Voilà, je j'ai pas été plus loin. Donc j'ai intégré une école de commerce à Nantes D'accord. et dans cette école de commerce, en fait, on avait la possibilité de suivre des cours, qui sortent un peu de notre domaine de compétences, tu vois? Ouais. Donc moi, j'avais suivi des cours, ingénieurs à Centrale Nantes, qui est une école d'ingénieurs. Et j'ai vraiment adoré, les mathématiques, l'informatique et en master, je me suis spécialisé en data science, en sciences des données. J'ai fait un stage, de fin d'études, en tant que data scientist, pareil et en fait, à ce moment-là, j'ai été un petit peu, je sais pas, je dirais que j'étais un petit peu peut-être déçu de la portée, de la dimension technique ou scientifique de ce stage, même si sur le plan humain, c'était génial, il y avait une superbe ambiance. Mais du coup, voilà, je suis un peu resté sur ma faim Ouais. et je me suis dit: «Ben, à l'avenir, en ce qui concerne mon futur emploi, j'aimerais bien avoir quelque chose où je peux approfondir les choses un peu plus, où je peux vraiment, passer du temps sur un sujet, vraiment devenir peut-être expert dans un domaine» et à partir de là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres postes de data scientist, hein, qui pourrait m'apporter satisfaction?» Et en fait, je ne sais plus exactement comment, mais j'étais tombé sur quelques forums sur internet, voilà, qui parlaient en fait du doctorat en informatique, qui disaient que ça permettait ensuite d'avoir des postes un peu plus techniques, un peu plus axés, experts et voilà, du coup, j'ai vraiment pris le temps de la réflexion, j'ai pesé le pour et le contre et au final, je me suis décidé à postuler en doctorat et du coup, j'ai été retenu et j'ai finalement accepté cette offre à l'université de Lorraine. Super. Bah, en plus, ce qui est marrant, c'est donc, dis-moi si je me trompe, mais cette envie de creuser en profondeur un sujet, elle t'est venue un petit peu. Alors, c'était sûrement quelque chose
de naissant en toi depuis ton parcours scolaire, mais en tout cas de creuser en doctorat spécifiquement, ça t'est venu un peu sur le tard, cette envie de faire un doctorat. Mais totalement. En fait, honnêtement, le doctorat, pour te dire, je dirais qu'en première année de master, le doctorat, c'était limite si je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis passé de je ne sais pas ce que c'est à tiens, ok, ça existe, je vais me renseigner. Et Mm. 1 an après, ok, c'est bon, je veux faire ça. Donc en fait, et du coup, ça illustre le fait que en fait, l'orientation scolaire, c'est avant tout un travail que tu fais toi, pour toi-même, et c'est un travail qui est proactif, en fait. On va y Ouais. revenir, plus tard, mais l'orientation scolaire, il y a beaucoup d'outils, d'aide pour l'accompagnement, pour l'orientation scolaire, mais ça reste un travail que tu dois toi-même faire. On Mm. va pas le faire à ta place, et Ouais. du coup, j'étais très content d'avoir pris ce temps-là pour moi et pour me poser les bonnes questions, en fait. Ouais, complètement, c'est capital, je pense, et c'est assez rigolo parce que je pense qu'on est assez nombreux à venir à la voie du doctorat sur le tard finalement, en se questionnant et en piochant un petit peu à droite, à gauche ce qui nous plaît, puis ce qui nous plaît un petit peu moins, et se rendre compte que il y a peut-être ça qui permet de creuser en profondeur quelque chose, puis ensuite de rentrer sur un sujet en détail, et puis in fine se retrouver dans cette voie de doctorat. Je voulais te demander également, pour le préciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, ton, comment tu t'es retrouvé donc concrètement en doctorat, quel est ton financement pour ce doctorat? Alors, donc mon financement, c'est un contrat doctoral, classique, Mm. parce qu'effectivement, tu as des contrats doctoraux qui sont plutôt des contrats, de thèse, CIFRE. C'est en Ouais. fait des thèses qui sont industrielles, donc tu partages ton temps entre un laboratoire de recherche et une ou plusieurs entreprises, et moi, c'est pas ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je suis, financé, Heu, alors par un projet, pas par mon laboratoire, Mhm. mais en fait, je travaille exclusivement dans mon laboratoire, et Mhm. hem et du coup, voilà, ça, c'est concernant mon financement, et ensuite concernant les modalités de candidature, c'est ça? C'était ça la première question, il me Ouais, semble? ouais, ouais. C'est ça? Alors du coup, en fait, j'avais postulé à plusieurs offres parce que, voilà, j'avais pas forcément d'idée en tête du sujet précis que je visais Mm. pour faire un doctorat. Mm. J'étais plutôt à l'écoute des opportunités, je dirais, et j'avais ciblé plusieurs offres, donc j'avais postulé tout simplement. À chaque fois, il fallait déposer son CV, une lettre de motivation, ce que j'ai fait, Mhm. et donc j'avais dû postuler peut-être à 6 ou 7 offres, quelque chose comme ça, Ok. et sur 2 des offres, j'étais classé premier. Mhm. Sur 2 autres, le processus était encore, c'était encore en train de se passer, ça prenait plus de temps, et sur, les dernières offres, du coup, ma candidature n'était pas retenue. Mhm. Et pour plus précisément le poste que j'occupe actuellement, il me semble qu'on était, quelque chose comme 35 candidats, à déposer notre CV. Mhm. Ensuite, une quinzaine a été recontactée pour passer des entretiens. Mhm. Et hem et voilà, à l'issue des entretiens, du coup, tu as un classement qui est établi, en fait, et j'avais la chance d'être classé premier, donc on m'a proposé le doctorat, et forcément, dans ces cas-là, voilà, si j'avais, par exemple, refusé, après ils allaient repêcher le second, et cetera. Ouais, c'est ça. Un peu C'est comme comme ça que ça se passe en général, ouais, ouais. une format liste d'attente un peu en fait. Ouais, c'est ça. Ok, bah super intéressant. Et puis là aussi, ça montre aussi plusieurs opportunités pour finalement arriver à cette fameuse voie du doctorat. Et alors justement, maintenant que tu es après ce parcours assez original et puis où tu as jonglé un peu entre les lignes pour arriver à ce doctorat-là, euh, raconte-nous un petit peu ce que tu aimes faire, ce qui te plaît peut-être un petit peu moins au quotidien, dans ce quotidien de doctorant. Ouais. Hem, alors, effectivement, il faut savoir que on peut penser que le doctorat, c'est très rébarbatif au final, mais il y a une très, très grande palette de tâches qu'on peut faire. En général, en première année, donc c'est mon cas, c'est essentiellement des lectures. Donc on lit beaucoup d'articles, on essaye de les confronter entre eux, ça nous permet de générer des idées. On fait un état de l'art sur ce qui existe déjà.
Donc ça, c'est essentiellement le travail de première année et en fait, tout ce travail de lecture d'articles, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ça peut rebuter certaines personnes de lire, de lire, de lire, de faire que ça. Moi, ça me plaît. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est, toute la partie expérimentation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lu, une fois que tu as une idée, une direction vers là vers là où tu veux aller, tu expérimentes tes idées, tu regardes si ça marche, tu fais des tests et ça, j'aime beaucoup aussi cet aspect empirique, en fait. Ce que j'aime un peu moins, mais là, c'est plutôt, c'est plus c'est assez spécifique, je dirais, aux thèses en informatique, c'est la collecte des données et le nettoyage des données, voilà. C'est en fait, quand on est en data science, on dit souvent, c'est 80 de notre temps qui est occupé par le nettoyage des données et seulement 20 pour l'analyse, en fait. Ah oui, oui, oui. Et ouais et c'est vraiment quelque chose qui est assez, là, pour le coup, c'est très rébarbatif, c'est très, très, très chiant parfois mais il faut le faire. Voilà, il faut le Ouais. faire. Donc ça, c'est concernant les tâches. Après, j'ai pas encore eu la chance, ou l'opportunité de participer à beaucoup de conférences, où je peux présenter mes travaux. J'en ai fait qu'une seule pour l'instant, c'était une conférence en ligne. Donc Mmh. j'avais soumis un article, qui portait sur mes travaux préliminaires. Mmh. Cet article a été retenu et puis je l'ai ensuite présenté à l'oral dans le cadre Mmh. de la conférence. Et c'était une conférence sur, l'explicabilité de l'intelligence artificielle Mmh. mais c'était une belle expérience. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup, à l'avenir, participer à d'autres conférences, pas forcément en France, mais à l'étranger et soumettre des articles. Mmh. Donc voilà, hem et soumettre des articles parce que, donc je l'ai pas dit, j'aime aussi beaucoup cette partie écriture. Mmh. Donc dans le doctorat, on a la partie lecture, Bien on sûr. a la partie expérimentation et on a la partie écriture. Donc quand on pense écriture, on pense à l'écriture du manuscrit de thèse qui vient vraiment à la fin, vient couronner le tout, mais il y a aussi l'écriture des articles, scientifiques qui jalonnent un petit peu le doctorat et cette partie-là, heu, me plaît beaucoup, honnêtement. Mmh. Il y a un aspect, vulgarisation sans attendre la fin du manuscrit que je trouve assez, passionnant et assez, prenant aussi parce que non, c'est vrai que c'est exigeant aussi, bah, d'y consacrer du temps et etc. Et en même temps, c'est du temps qu'on gagne par la suite dans l'avancée de ses recherches finalement. Ouais, tout à fait et puis, je trouve que c'est un bon travail, en fait, d'essayer de faire passer une idée, de communiquer une idée de la façon la plus compréhensible possible, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait souvent l'idée qu'on veut communiquer, qu'on veut transmettre. On l'écrit sur papier et on se rend compte, en fait, que quand on la fait lire à quelqu'un d'autre, Mmh. il comprend pas forcément ce que tu veux dire ou alors, il voit pas l'intérêt de ta phrase ou il voit pas l'intérêt de ce Ouais. paragraphe et c'est un travail assez continuel d'écrire, d'avoir un premier jet, Mmh. de le soumettre à tes superviseurs qui vont un peu le démonter, mais c'est normal et voilà, c'est un processus, tu vas le modifier, tu vas le Mmh. resoumettre, tu vas le remodifier. Ça ça peut être assez fatigant à la longue, mais c'est quelque chose que j'aime plutôt bien faire dans l'ensemble. Ouais, je pense qu'il y a une prise de recul sur ce qu'on écrit en général qui est quand même, assez intéressante et qui stimule. Et même si c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, je trouve ça assez déroutant aussi, sur, cet aspect que bon, je pense avoir soumis la version vraiment là j'ai tout donné, je pense que c'est la version qu'il me faut. Et en fait, on a encore 5 derrière parce que tu as cette Ouais, modification à faire, une tournure de phrase qui engendre une conclusion qui est un peu différente de ce que tu voulais dire toi. C'est exigeant, je trouve. c'est ça, c'est ça. Mais bon, C'est un peu comme un puzzle où tu penses que tu l'as à la fin et puis tu l'as jamais, c'est ça. Ou la bougie sur le gâteau qui se rallume, tu sais, tout le temps. Tu souffles, tu penses que c'est bon et ouais, ouais, il totalement, ouais. s'arrête. Bon, mais alors au-delà de, parce que là, j'ai tout de suite assez envie de rentrer sur le cœur de ton sujet, mais avant de vraiment rentrer sur ce que tu fais précisément sur le fond, puisque c'est aussi ce qui va nous intéresser, je voudrais aussi qu'on précise pour donner un peu la big picture de ton doctorat. Donc, comme tu le disais, première année. C'est Euh, ça. Combien de temps à peu près en général dans ta discipline pour finir son doctorat? Alors la durée recommandée, c'est 3 ans, mais Mhm. en fait, on se rend compte que la durée moyenne, c'est plutôt 3 ans et demi. Ouais. Voilà, en fait, 3 ans, je dirais que c'est dans le meilleur des cas Mm, mm, mm. et ça arrive
assez souvent que les doctorants en informatique soient obligés de continuer sur une quatrième année Mmh. pour finir leurs travaux. Et en général, la quatrième année, du coup, vu que tu n'as plus ton contrat doctoral, tu fais ce qu'on appelle un contrat ATER, donc Ouais, attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche, où en fait, tu as un petit peu de temps pour continuer tes recherches, mais beaucoup de temps aussi que tu dois consacrer à l'enseignement à l'université. complètement. Voilà, donc c'est une sorte de bon compromis pour si tu as besoin d'une année supplémentaire pour écrire ton mémoire ou ce genre de choses. Ouais. Bah, alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés aussi par cette voie du doctorat, c'est un doctorat que je pense relativement court, même si c'est vrai que ça peut paraître 3 ans et demi, c'est quand même aussi une bonne partie de sa vie qu'on consacre à ça. Il y a des doctorats, je pense en histoire, en lettres et cetera, où ça peut durer aussi, bien plus longtemps. Donc ça permet de situer, à peu près aussi le temps qu'on doit y consacrer. Et c'est super parce que tu me fais le parallèle avec l'enseignement. Je crois savoir que toi, donc, tu as déjà pu mettre un petit peu la main à la pâte sur ces missions d'enseignement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe tout ça? Ouais, tout à fait. Donc moi, j'enseigne, cette année 64 heures. Donc en fait, c'est le maximum que peut donner un doctorant, en fait, sur une année. Mmh, Donc j'enseigne 64 heures à l'IUT de Nancy, mmh, auprès des premières années en informatique. Donc mmh, j'ai ma classe à moi, en fait, et sur un cours de base de données avancée. Et mmh, je fais essentiellement des travaux dirigés et des travaux pratiques. Donc il y a pas de cours magistraux à proprement dit. mmh. Donc ces 64 heures-là, elles sont réparties me concernant, elles sont réparties sur 3 mois, donc c'est assez intense, en fait, sur Ah une oui. petite période de temps, et tout Mmh, le reste de l'année, finalement, je n'ai plus d'enseignement. mmh, Donc c'est un module qui est assez condensé, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai ma classe de 25 élèves, plutôt calme, plutôt, bien disciplinés, très intéressés par la matière en plus, donc c'est assez agréable, tu vois, de donner cours quand tu as des élèves qui sont d'une part intéressés et disciplinés parce que tu as pas besoin de faire la police ouais. et tu peux vraiment donner cours, tu peux vraiment transmettre et ça c'était un point sur lequel j'avais un petit peu, peut-être d'appréhension, tu vois? Dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir donner cours et dans quelle mesure est-ce que je vais devoir, faire la police? Et au final, ça se passe très bien. Mmh, Voilà, je donne les cours. En général, donc c'est plutôt des travaux dirigés. mmh. Donc ils ont des exercices à faire, je passe dans les rangs, j'aide s'il y a des questions. Et puis forcément, quand tu es doctorant, enseignant, tu as aussi, toute la partie, surveillance d'examen, correction des copies, tu as d'autres plaisirs de ce genre-là, voilà. C'est ça, c'est dans le package. C'est dans le package, ouais. Il faut accepter tout en fait, hein. Ouais, bien sûr. Bon, je pense que quand on voit le plaisir aussi à enseigner, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ouais, totalement. Je suis d'accord avec toi, et puis dans mon cas, j'ai aussi la chance en fait, d'avoir les cours qui sont plus ou moins préparés pour moi, à D'accord. l'avance. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, je pense que alors pour tous les pas forcément les doctorants qui nous écoutent, mais pour tous ceux qui voudraient faire un doctorat ou qui Mmh, sont doctorants et qui voudraient enseigner, mmh, il faut avoir ça en tête que, le fait que, vous pouvez avoir un poste, finalement d'enseignement, vacataire ou de mission d'enseignement mmh, où vous n'avez pas les cours qui sont préparés pour vous. On vous mmh, dit: «Voilà, tu as un module de 32 ou 64 heures, mmh, débrouille-toi». Et mmh, dans ces cas-là, faut faire attention parce que d'un point de vue gestion du temps, mmh, on dit souvent que pour 1 heure de cours donné à la fac, c'est 4 heures de préparation chez mmh, nous. mmh, mmh. Donc quand les cours ne sont pas faits, il faut se dire: «OK, j'ai 64 heures à donner, bah, multiplié par 4 en termes de préparation». Ouais, ouais. Donc moi, j'ai pas ce souci-là, c'est-à-dire que les cours, les slides ou les TP ou les sujets sont déjà préparés pour moi. Mmh. Donc j'ai juste en fait je dirais à les potasser, de mon Ouais, côté pour être confiant et pour pouvoir ensuite bien expliquer si j'ai des questions. ouais. Mais voilà, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est aussi exigeant, puisque comme c'est un cours des fois qu'on n'a pas préparé, en tout cas qu'on n'a pas conçu à la base, bah, faut se l'approprier et c'est aussi un autre exercice, hein. Faut pas croire qu'on arrive, tout carte en main et puis bon, Ouais, bah, le travail est déjà fait pour nous, quoi. c'est ça. En fait, c'est pas forcément plus facile, mais en termes de temps, c'est plus rapide, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr.
Bien sûr. OK, bon ça c'est super. C'est un petit peu pour, dégrossir ce que toi tu fais et puis, je pense que tu nous as un petit peu bien décrit ce que tu appréciais, ce que tu appréciais moins, ce que, finalement ton quotidien, hein, de doctorant. Donc tu es à temps plein dessus, À temps plein. bien Ouais. sûr et alors pour faire une petite phrase de conclusion, sur une semaine, type, tu t'y retrouves, dans cet équilibre un peu vie pro, vie perso? Ouais, totalement. Alors, assez étrangement, ou peut-être pas, en fait, je m'y retrouve particulièrement bien dans cette situation où on est un petit peu, tu vois, en mi-présentiel, mi-télétravail, Mmh. parce que ça me permet, en fait, finalement, d'économiser du temps sur les trajets, d'avoir un peu plus de temps, du coup, pour moi, pour Mmh. faire du sport, voilà, pour aller au cinéma et cetera. Donc moi, je m'y retrouve bien. Alors, c'est aussi la première année, tu sais, on dit souvent que ça va crescendo et que, forcément en 3e année, tu n'as plus forcément autant de temps pour toi, hein. Tu dois les consacrer exclusivement à la rédaction de ton manuscrit de thèse. Et moi, ça va, je m'y retrouve très bien et c'est très important, pour moi d'avoir un bon équilibre vie pro, vie Mmh. perso. Donc c'est plutôt bien que tu aies soulevé cette question parce qu'en fait, je pense que si tu vis pour ta thèse et que tu n'as que ta thèse comme objectif, quand ça se passe mal en thèse, tu n'as rien d'autre sur quoi te raccrocher, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que j'essaye de découpler les objectifs de mon doctorat de mes objectifs personnels. Et c'est vrai qu'en objectif personnel, par exemple, cette année, je me suis dit: «Bon allez, 3 ans de doctorat dans la même ville», donc ça veut dire que, voilà, je vais pas beaucoup bouger, donc c'est le bon moment pour m'initier à la pratique d'un sport en club. Mmh mh. Donc je me suis inscrit au tennis, par exemple, et j'ai fait déjà de la compétition en tennis et en fait, ça me permet d'avoir des objectifs Mmh. autres que les objectifs propres à mon doctorat. Ouais, L'idée, c'est voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. ouais, Comme ça, quand complètement. ça va mal en doctorat, tu as toujours une source de satisfaction, dans un autre domaine. Ouais, hyper C'est ça l'idée. important. Hyper important et puis au Mmh. moins, ça permet de dissocier les 2 et comme tu le dis, quand quelque chose va moins bien, l'autre peut rattraper ou inversement, et quand les 2 vont super bien, bah, que demande le peuple? Quand tu as les 2 qui vont super bien, ça fait une synergie et c'est super. Ouais, ouais, ouais. Non, complètement. Puis alors, c'est important, je trouve, d'insister là-dessus, puisque beaucoup, on a souvent cette image du doctorat de manière, tu es obligé de vivre un calvaire enfin, l'étape du doctorat t'oblige à passer par cette étape justement un peu, difficile, très, très difficile au point où tu ne vis plus, au point où tu n'as plus de vie sociale, au point où tu négliges tout à côté et je trouve ça important aussi de dire que, bah, finalement, tout compte fait, on peut aussi au moins bien le vivre et à défaut de bien le vivre, au moins se garder du temps pour soi et dissocier les choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que alors tu l'as un peu soulevé, moi j'avais entendu quelques retours de doctorants qui justement dont les profs disaient: «Si tu vis pas le doctorat dans la souffrance, c'est que tu fais un mauvais doctorat». Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux faire un très, très bon doctorat, finalement, en travaillant peut-être 6 heures par jour. Mmh mh. C'est pas une question de quantité, en fait. Mmh mh. Je pense que tout le monde, quand on est en doctorat, on a tendance à culpabiliser si on ne travaille pas, ces 8, 9, 10 heures par jour, mais en fait, Mmh. travailler pour travailler, ça fait pas sens. Je pense qu'il faut justement s'accorder des moments de pause Mmh. pour revenir, au travail avec des nouvelles idées, avec une fraîcheur d'esprit Ouais. et il faut pas négliger justement, cette hygiène de vie qui, en fait, heu, va contribuer à ta réussite en doctorat. Mmh. Et d'ailleurs, la réussite en doctorat, comment ça se mesure? Mmh, mmh Ta mh. réussite en doctorat, ça peut justement être le fait d'avoir pu concilier ton Ouais, bien sûr. doctorat avec des activités externes. Ça peut être une forme de réussite. Donc en Mmh fait, mh. le doctorat, je pense que, contrairement à ce qu'on a vu en licence ou au master, réussir un doctorat, c'est vraiment quelque chose que tu définis toi. Mmh mh, mmh mh. Autant réussir une licence et réussir un master, c'est assez simple, hein. Mmh. C'est avoir plus que la moyenne et puis avoir le diplôme à la fin. Mmh. Réussir un doctorat, c'est pas juste avoir le diplôme de doctorat, c'est qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu en fais de ces 3 ou 4 années? Bien sûr, ouais. Tout en allant au bout, bien sûr, parce qu'il faut aussi passer par cette case-là,
Évidemment. Bon, bah, c'est super. Je trouvais ça important de mentionner ça avant de pouvoir justement creuser ce qui, toi, te passionne, t'intéresse. En plus, coup de chance, ça m'intéresse énormément aussi. Et puis, je trouve ça très intéressant la manière avec laquelle tu présentes la chose, parce que donc, pour dégrossir vraiment, on va parler notamment, mais pas que, d'intelligence artificielle et d'orientation scolaire. Et souvent, l'association des deux, on n'imagine pas bien une imbrication et ça peut faire peur. Alors, dis-nous tout un petit peu de toi, ce que tu fais et dans quel but. Ouais, alors effectivement, ça peut faire peur, hein, intelligence artificielle et orientation scolaire, ça semble sur 2 mondes totalement, Mm. antagonistes. Mais en fait, donc bref, moi, mon sujet de thèse, c'est, concevoir un système de recommandation explicable pour l'orientation scolaire. Donc il y a 3 choses importantes là-dedans. Orientation scolaire, donc ça parle à tout le monde, hein. C'est en fait, ma population cible, j'ai envie de dire, c'est les lycéens et les étudiants en licence. Donc pour ces lycéens et pour ces étudiants en licence, mon objectif, c'est de leur suggérer des filières, des parcours académiques qui pourraient leur plaire, qui pourraient leur correspondre à leur centre d'intérêt, à leur personnalité, à leur goût, à ce qu'ils veulent faire plus tard, à plein de critères en fait. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est système de recommandation. Qu'est-ce que c'est un système de recommandation? C'est un terme qui peut paraître un petit peu technique, mais en fait, tous les jours, on fait face à des systèmes de recommandation. Netflix, c'est un système de recommandation. Amazon, quand vous allez sur Amazon, que vous achetez un pantalon et que, vous voyez ce petit bandeau, à droite ou en bas marqué, «Les clients ayant acheté cet article ont également acheté ça», et ben, c'est un système de recommandation. En fait, un système de recommandation, c'est un outil qui va vous recommander des articles de différentes sortes, basés sur votre historique de navigation ou votre historique d'achat ou votre personnalité. Plein de critères peuvent rentrer en compte. Et la troisième chose qui est très essentielle à mon sujet, c'est le côté explicable. C'est-à-dire que, si vous allez sur Netflix et qu'on vous recommande une série à 96, Netflix n'est pas vraiment explicable au sens où on ne vous dit pas pourquoi est-ce qu'on vous recommande cette série-là, hormis le fait qu'il y a un score très élevé. Mm. Et en fait, l'orientation scolaire, c'est un domaine à fort enjeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recommander une filière, universitaire, ou on ne peut pas recommander un bac ou quoi que ce soit, de la même façon qu'on recommande un film ou une musique. Il faut pouvoir en fait il faut pouvoir expliquer, cette décision algorithmique, parce que sinon on n'inspire pas la confiance, auprès de l'étudiant. Il pourrait se demander: «Bon, ce système-là, il me recommande de faire une prépa, école de commerce. OK, c'est cool, et pourquoi?» Et c'est cette question du pourquoi, en fait, qu'on poserait à un interlocuteur humain dans la vraie vie. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je travaille sur l'intelligence artificielle explicable. C'est-à-dire que je souhaite ramener l'intelligence artificielle, et j'insiste sur l'adjectif artificiel, je souhaite le ramener, dans un contexte le plus humain possible. Mm. C'est-à-dire, je souhaite expliquer les décisions algorithmiques, dans un langage qui est compréhensible par l'humain. Voilà. Donc j'essaye un peu, tu vois, je sais pas, peut-être de créer un pont entre 2 mondes qui sont Mm. a priori très différents. Mm. Mm. Voilà. Mais en fait, je pense qu'on on a une appréhension sur l'IA, et l'orientation scolaire ensemble, parce qu'en fait, dès lors que l'IA touche je dirais à des secteurs très humains, on peut être déstabilisé. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle est pas bien ou mauvaise en tant Mm. que telle, en fait. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Et dans le contexte scolaire, on est juste un petit peu déstabilisé, je pense, parce que, bah, en fait, qu'est-ce qui nous aide à faire notre orientation scolaire? Les conseillers d'orientation, les professeurs principaux, les parents, les amis, les camarades. Et pourquoi voudrait-on ajouter un interlocuteur non humain à la partie? Une Mm. intelligence artificielle? Ça, c'est déstabilisant. Mm. C'est déstabilisant parce qu'on pense qu'une intelligence artificielle, elle va jamais nous connaître aussi bien et aussi profondément que nos parents. Et c'est Mm. totalement vrai, et c'est pas du tout le but
de mes recherches. Moi, le but de mes recherches, c'est en fait d'apporter un outil complémentaire Bien sûr. aux dispositifs et aux approches déjà existantes. Voilà, Ouais, c'est juste ça, complémentaire, hem et pas antagoniste. Je ne veux pas supplanter, le travail qui est fait par les conseillers d'orientation ou ouais. aussi le travail qui est fait par les profs principaux, c'est pas du tout mon objectif. Ouais, bah, c'est très bien parce que donc dans ce que tu expliques, ça soulève 3 points et puis après on pourra bien sûr revenir sur le projet en général dans lequel s'inscrit, ton doctorat et puis la finalité derrière. Le 1er point je trouve que ça soulève, c'est cette idée de complémentaire et que ça n'enlève pas le travail proactif d'orientation, qu'au final, vos choix d'orientation ne reviennent qu'à vous in fine et c'est plus un outil supplémentaire pour, heu, aider à mieux comprendre finalement, à mieux comprendre le champ des possibles, j'ai l'impression. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça revient à la question du pourquoi et de rendre explicable finalement les choix. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de se démarquer des tests un petit peu d'orientation qu'on a sûrement tous fait, qui t'affichent un résultat comme ça. Et tu te demandes un petit peu, bon, bah, ça sort d'où? Je veux bien l'entendre. Et souvent aussi, on voit qu'il y a peut-être un décalage avec ce qu'on ressent ou du moins ce qu'on pense être capable de faire. Et puis là, au moins, tu as cet aspect du pourquoi, de rendre explicable, comme tu le disais, les suggestions qui sont amenées. Et puis après, je voudrais te lancer aussi sur le sujet en général. Mais justement, toi, comment tu rends explicable les suggestions, les recommandations qui pourraient être faites par ce système de recours? Ouais, alors en fait, peut-être qu'avant d'expliquer comment je rends explicable, pourquoi justement on peut se demander en quoi est-ce que les approches existantes ne le sont pas? Très bien, ouais. Et pourquoi est-ce que ça peut être aussi un défi de les rendre explicables? Parce Ouais, que, au aujourd'hui, on entend beaucoup parler de deep learning ou réseau de neurones, en fait. Ce sont des architectures algorithmiques qui permettent de faire des prédictions et qui mmh, sont en fait, qui sont un peu basées sur, ce qui se passe dans notre cerveau en tant qu'humain. C'est-à-dire on a des neurones qui sont reliés par des connexions synaptiques et en fait l'information circule comme ça entre couches de neurones et en fait, c'était un chercheur français, Yann Lequin, qui déjà dans les années 90, s'était dit: «Tiens, la façon dont notre cerveau finalement opère, est-ce qu'on ne pourrait pas le transposer au domaine de l'informatique et créer des modèles algorithmiques qui vont, entre guillemets, mimiquer», je ne sais plus comment on dit en français, mais qui vont essayer de faire la même chose que ce qui ouais, se passe dans notre cerveau. Et il se trouve qu'à l'époque, ça a pas du tout pris, ça a pas du tout marché parce qu'en fait, nos ordinateurs n'étaient pas assez évolués et pour pouvoir faire les calculs parce que c'était très demandeur en ressources de calcul. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a des meilleurs ordinateurs, des meilleurs processeurs et cartes graphiques, en fait, on est capable justement de créer de très, très larges réseaux de neurones qui vont avoir une précision qui dépasse même, en fait, la précision de l'humain. Par exemple, on peut utiliser des réseaux de neurones pour, pour reconnaître des chiffres entre 0 et 9 écrits écrits manuellement, en fait, par des personnes et on se rend compte que si on met un humain et une machine en face, on se rend compte que la machine est davantage capable de prédire le chiffre qui a été écrit manuellement. OK. Donc ça, c'est assez intéressant et pourquoi, je parle de tout cela? Bah, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a très souvent recours à ces méthodes-là, à ces réseaux neuronaux pour, faire des prédictions et le problème, en fait, avec ces méthodes-là, c'est que je dirais qu'elles se comportent un peu comme des boîtes noires. C'est-à-dire que tu ne peux pas les ouvrir et puis, regarder ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux pas ouv C'est un peu comme, tu aurais envie d'ouvrir le capot de ta voiture et de savoir pourquoi est-ce que tu as eu une panne Mmh. et tu peux pas le faire avec ces approches-là. Hem, Elles sont totalement opaques et du coup, mon travail, c'est en fait de trouver d'autres méthodes, qui peuvent me permettre d'avoir un très bon niveau de précision, mais tout en étant explicables intrinsèquement. C'est-à-dire, en fait, des méthodes qui ne se comportent pas comme des boîtes noires, des méthodes qu'on pourrait plutôt qualifier de boîtes blanches, en fait. C'est-à-dire, on peut les ouvrir
et remonter à l'origine, remonter à la cause de la prédiction. C'est-à-dire, imaginons, je suis un élève qui va utiliser le système de recommandation, qui va utiliser l'outil, et on me recommande une école de commerce. Et en fait, on est capable de remonter à la cause, c'est-à-dire, par exemple, de remonter aux critères ou aux centres d'intérêt ou aux aspects du profil de l'élève qui font qu'on lui a recommandé ce choix. Mmh. Donc voilà, moi, tout mon travail, c'est de trouver, un modèle de ce type qui puisse, m'apporter à la fois un niveau de précision satisfaisant, parce que l'idée, c'est pas non plus, je dirais de privilégier l'explicabilité au détriment de la précision, parce Bien que sûr. sinon on va recommander, imaginons quelqu'un qui est très fort en maths et en physique, qui à coup sûr, en plus devrait se dédier à une carrière académique, là-dedans parce que en plus il aime ça, parce qu'on sait que 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 voilà, ce sont aussi ses matières préférées et qu'il Mmh. s'intéresse à ça de façon générale. Une recommandation qui serait fausse, ce serait de lui recommander, je sais pas moi, heu, un CAP pâtisserie. Ouais, voilà. Là, on se demanderait: «OK, peut-être que l'explication, elle est géniale, hein, un CAP pâtisserie parce que ceci, parce que cela» et peut-être que l'explication, elle est très bien, Mmh. mais si la recommandation ne fait pas sens, il y a pas Mmh mh. d'intérêt. Donc en fait, voilà, moi, je dois chercher le compromis le plus satisfaisant possible entre précision et explication. C'est-à-dire partant de recommandations qui sont précises, qui correspondent vraiment au profil de l'élève, ensuite pouvoir les expliquer. Ça se fait un petit peu en 2 temps, en fait. Mmh, 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 mmh. Et alors justement, quel est le plus difficile entre quelque chose de très précis et quelque chose de très explicable? Je dirais que c'est quelque chose de très explicable qui est difficile parce qu'en Mmh. fait, il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui nous permettent une précision, super intéressante. Par contre, des modèles qui sont explicables par nature, alors il y en a de plus en plus parce qu'effectivement, l'explicabilité de l'intelligence artificielle, je dirais que c'est un sous-domaine qui Mmh a mh. commencé à émerger il y a 3 ou 4 ans. Donc je suis assez content aussi d'être dans cette mouvance-là. Bien sûr. Mais, l'explication, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est humain. Mmh. Et une explication qui fait sens pour un élève ne fait pas forcément sens pour un autre élève. Mmh. Par ailleurs, tu auras des élèves qui vont aimer des explications, textuelles. Mmh. D'autres élèves qui vont préférer avoir des représentations plutôt visuelles ou graphiques. Mmh. Donc en fait, je dirais que un de mes défis aussi, ça va être d'adapter mon explication à chaque élève. Ouais. Mais l'adapter sans connaître en fait la préférence de l'élève pour un type d'explication. Mmh Donc mh. ça va être capable en fait d'inférer aussi cette préférence. Bien sûr. Donc voilà, il y a énormément de challenges, il y a énormément de défis. Je ne sais pas si je vais tous pouvoir les adresser, tous pouvoir Mmh. les traiter, Mmh. mais en tout cas voilà, je dirais que, aujourd'hui l'intelligence artificielle, de plus en plus va se rapprocher de l'humain, je Mmh pense. mh. Surtout dans ces domaines à fort enjeu comme l'éducation où il y a un véritable besoin, hem, je dirais voilà, de créer un pont entre, l'intelligence artificielle et l'humain, hein. Vraiment, Ouais. l'orientation scolaire et l'intelligence artificielle, on pourrait se dire que c'est trop différent pour être réconcilié et pourtant, on est en train de le faire. Ouais, ouais. Bah, c'est super. Bah, alors justement, tu soulevais la question des enjeux un petit peu derrière, puisque donc là, on a bien expliqué aussi le comment et le pourquoi du comment, bien sûr. Pour dégrossir un petit peu et bien généraliser et expliquer à quelqu'un qui serait vraiment débutant, totalement comme je le suis d'ailleurs, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre un outil pour des étudiants, lycéens, ou même étudiants supérieurs, qui pourraient les aiguiller via un système de recommandation dans leur choix d'orientation scolaire. Jusque-là, on est bon. On est Dans bon. le concret après, ça peut prendre de multiples formes. Ce que peut-être tu vas pouvoir me développer après en présentant un petit peu le projet général dans lequel s'inscrit ton doctorat. Moi, la question que je voulais revenir, c'était sur les enjeux. Ça soulève quand même beaucoup d'enjeux. Comme tu disais, on ne recommande pas de la même façon un choix d'orientation scolaire que ce que tu vas manger ce midi ou un film que tu vas pouvoir regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des enjeux de ne pas se perdre dans des études qui ne plaisent pas, de décrochage scolaire, d'orientation subie, etc.
Quel est un petit peu, toi, ce qui te plaît dans cet aspect de ton doctorat? Hem, je dirais moi ce qui me plaît aussi, c'est la portée sociale en fait de mes travaux. C'est Mmh. l'utilité sociale dont je prends conscience en fait au quotidien. Mmh. Heu, alors je pense qu'on est beaucoup en fait, quand on postule en doctorat ou même quand on est doctorant à se dire: «Finalement mes travaux ça intéresse qui? Ça Ouais. servira à qui?» hem, je suis en train de travailler dans une niche où il y a, voilà, ça peut intéresser une dizaine de chercheurs, dans le monde entier et c'est tout. Et au Mmh. final, je passe autant d'années à faire ça et pour des miettes de pain. Mmh. Alors bon, premièrement, c'est faux parce qu'en fait, par essence, la recherche, c'est toujours des petites étapes après des petites étapes, hein. C'est comme un escalier avec des mini marches. Mmh. Mais, moi, dans mon cas, j'ai la chance de ne pas avoir ce sentiment, c'est-à-dire que, au quotidien, je suis en contact et en collaboration avec des lycéens, des chefs d'établissement, des conseillers d'orientation. Donc en fait, je prends pleinement conscience au quotidien de l'impact que peut avoir, l'outil ou du moins le modèle que je vais concevoir, durant ma thèse. Donc Ouais. ça, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Mmh. Et je pense, comme tu le disais, que c'est quand même très important parce qu'on pourrait penser justement l'inverse. En s'intéressant à des questions d'intelligence artificielle, on pourrait se dire: «Oui, bah, ça doit être très niché ou un peu, perché dans son domaine» et au final, c'est tout l'inverse pour toi. C'est tout l'inverse, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets en intelligence artificielle qui sont beaucoup plus théoriques, Mmh mh. beaucoup plus fondamentaux dans Mmh. l'approche. Moi, j'ai un sujet qui est très appliqué et c'était un de mes souhaits, c'est-à-dire que, OK, j'aime beaucoup la théorie. J'aime beaucoup comprendre comment les choses fonctionnent en profondeur, mais, je préfère encore plus développer puis appliquer Mmh. dans un contexte applicatif donné. Hem, Parce que justement, ça donne du sens à ce que je fais. Oui. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, ce serait aussi peut-être un conseil à donner aux personnes qui doutent à faire un doctorat parce qu'elles se diraient que le doctorat, c'est forcément ultra théorique et c'est forcément, très abstrait. Mmh. Ça l'est, ça l'est dans une certaine mesure, mais il existe des sujets comme le mien qui sont très appliqués, où on peut, voilà, on peut finalement contribuer à un projet, heu, de grande envergure quand même et qui peut, je pense, aider, un tas de personnes, en fait. Mmh. Et je pense que c'est un des volets du doctorat qui est assez peu mis en avant et tu me diras ce que tu en penses sur justement cette idée que chacun peut piocher un peu ce qui lui plaît. Si quelqu'un veut faire quelque chose de très, très théorique, poussé et puis finalement qui se plaît vraiment dans cette idée de faire quelque chose d'assez niché et puis d'apporter cette petite connaissance en plus qui fait toute la différence. Et à l'inverse, ceux qui ont aussi envie de sentir cet aspect, pratique et appliqué, de sa recherche. Ouais, totalement. D'ailleurs, à ce sujet, justement, je pense que la plupart des superviseurs de thèse sont assez ouverts là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait sur un sujet de thèse et qui dirait: «Bah, je veux y ajouter ma touche perso, je veux faire ça, je veux faire ça», ou «Je veux plutôt recentrer mon sujet, plus sur l'applicatif», ou au contraire: «Je veux plus tendre vers la théorie». Je pense que franchement, c'est quelque chose qui se discute avec les superviseurs de thèse et ça Mmh. m'étonnerait que, finalement qu'ils s'opposent à, Mmh. je dirais à ce désir du doctorant d'orienter son sujet vers tel ou tel aspect. Ouais. Voilà, donc c'est le doctorat normalement, vous êtes pleinement acteur en fait Mmh, mmh de mh. votre doctorat, donc si vous avez envie de donner du sens à votre doctorat, par exemple, en l'orientant vers un domaine applicatif donné, heu, ça doit être possible normalement. Mmh, mmh mh. Complètement. Bah, pour revenir à cette application, toi, concrète, qui est cette finalité sociale, finalement, qui est quand même assez, plaisante, je pense, c'est quand même un enrichissement aussi, d'une certaine façon, de ton doctorat. Qu'est-ce enfin, ça permet donc d'aider les jeunes dans leur orientation scolaire. Est-ce que toi, je voulais te demander si tu l'avais, constaté personnellement aussi, cette idée qu'il y a quand même un taux de décrochage, de d'orientation subie qui doit être,
extraordinairement élevé. Et est-ce que toi, tu l'as constaté toi-même? Est-ce que ça a renforcé aussi cette envie personnelle de s'intégrer dans ce doctorat-là? Alors, je ne l'ai pas constaté moi-même pendant mon parcours parce que, donc quand tu fais des classes prépa et puis une école de commerce, une école d'ingénieur, tu as un taux de décrochage qui est très faible, Ouais. parmi les promotions. Donc j'ai pas vraiment eu d'amis qui étaient dans ce cas-là. Mais par contre, dans cette phase de collecte de données que j'ai entamée, récemment, en Mm. fait, je remarque effectivement dans les réponses de certaines personnes qu'il y a un fort taux de réorientation, en fait. Mm, mm, Alors, mm. ça peut être éventuellement parce que finalement, les personnes qui répondent à mon questionnaire sont des personnes qui se sentent concernées par la problématique, parce Mm, qu'elles se sont réorientées. mm, Mais je constate que on peut même faire plusieurs réorientations avant de trouver finalement, mmh, la voie dans laquelle on va être épanoui. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas un échec non plus. Je pense mm, que ce qu'on parle d'échec on parle souvent d'échec scolaire, mais en fait, mm, l'échec scolaire, honnêtement, je sais pas ce que c'est. mm, mm, La réorientation, je sais ce que c'est, mais l'échec scolaire, mm, mm, c'est quoi un échec? Voilà. mm, mm. Donc non, je l'ai pas directement expérimenté, mais je remarque effectivement dans mes répondants qu'on a beaucoup de réorientation, parfois dans des domaines totalement différents et on observe en fait, que certaines personnes savent au lycée, en terminale, qu'elles aiment telle ou telle chose. Mm. Elles ne le choisissent pas dans l'enseignement supérieur, mais elles y reviennent après en Ah oui. réorientation. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des facteurs cachés, par exemple la pression familiale Mm, ou le fait de se retrouver avec tel ou tel ami, en choisissant la même filière. Bon, mm. ça, je pense, c'est un peu marginal, mais la pression familiale surtout, ça agit et ça existe. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui se disent, «Je suis bon à l'école, j'ai des très bonnes notes en maths et en physique. Mes profs me recommandent, classe prépa et bah, je vais y aller. Alors Mm, qu'en fait, peut-être que cet élève, il a une passion pour, je sais pas, pour la menuiserie et pourquoi pas? mm, mm, Pourquoi mm. pas? Je pense qu'il faut savoir s'écouter. L'orientation scolaire, comme je l'avais dit, en fait, on formule son choix d'orientation, grâce aux avis extérieurs, mais il faut aussi savoir s'écouter. C'est-à-dire qu'il faut prendre les avis extérieurs pour enrichir sa propre réflexion, mais il faut jamais s'oublier soi-même et oublier ce qu'on aime faire. Bien C'est-à-dire sûr. que les avis des autres, faut les prendre, mais avec des pincettes. Mm, bien sûr. Complètement. Bon, super. Je pense qu'on peut-être pour revenir sur la présentation du projet général dans lequel s'inscrit ton doctorat, combien vous êtes, puisque vous êtes donc sur un projet à plusieurs, comment ça se passe? Alors, effectivement, on est dans un projet, c'est le projet L, qui signifie accompagnement et intégration des lycéens vers l'enseignement supérieur. Mhm, C'est un projet qui est en fait, c'est un projet d'investissement à venir, pour être exact, qui a été financé sur 10 ans, 2019-2029 mhm, et qui est porté par plusieurs universités et plusieurs collectivités du Grand Est. Donc on a l'université de Lorraine, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, l'université de Troyes et on a, l'académie de Nancy-Metz, l'académie de Reims et une centaine d'autres collectivités. mhm, Donc c'est un très grand projet, un très grand, consortium, mhm, j'ai envie de dire et si on parle maintenant de doctorants, on est, 3 doctorants dans mon labo sur ce projet donc moi plutôt sur la partie, informatique prédictive. On a aussi une autre doctorante qui est aussi sur la partie informatique, mais hem, qui s'intéresse en fait à l'impact des outils digitaux sur les élèves. mhm, Et une autre doctorante qui est plutôt, spécialisée dans la partie, je dirais sciences humaines, sciences mhm, sociales. Donc voilà, en fait, on peut voir le projet comme une chaîne avec différents axes et chacun intervient dans un axe différent. Hem, d'ailleurs, justement en parlant d'axes, moi je fais partie de l'axe qui s'appelle l'observatoire des parcours et comme le nom l'indique, en fait, j'observe les parcours des étudiants et des lycéens. mhm, Et j'essaye, d'analyser ces parcours, d'apprendre grâce à ces parcours
Mmh. pour pouvoir ensuite faire des recommandations. Ouais. Bon, je crois que tu me fais une transition toute faite. Je pense que ça j'avais 2 questions qui me venaient en tête, mais je pense que la transition est vraiment opportune pour faire le lien avec le fameux quand même questionnaire dont on avait parlé en introduction. Puisque je connais aussi les auditeurs qui n'écoutent pas la toute fin des vidéos et ça me tenait à cœur aussi juste si tu pouvais expliquer ce questionnaire. Tu l'as un petit peu, commencé, mais savoir ce qui pourrait t'apporter et puis, qui peut répondre finalement à ce questionnaire-là? Ouais, donc je vais prendre en fait tes questions à l'envers. Ah bah, très Qui bien. peut répondre? Qui peut répondre? Et ben, en fait, toute personne qui a, qui alors pas forcément qui a, mais qui est en bac+1 ou qui a été en bac+1. Autrement dit, toute personne qui a fait expérience de l'enseignement supérieur dans OK. sa vie. Voilà. Toutes ces personnes peuvent répondre. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de zone géographique non plus. D'ailleurs, j'ai un second questionnaire aussi qui est cette fois-ci axé sur les lycéens de première et de terminale parce que leur avis m'importe également. Mmh. Voilà. Maintenant, concernant le contenu du questionnaire, donc on a un premier volet qui est question de personnalité, question portant sur les centres d'intérêt. Donc qu'est-ce que j'aime faire, dans la vie? On a un certain nombre en fait de phrases, d'affirmations et on coche toutes celles qui nous correspondent, qui correspondent Mmh. à notre profil. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse, on peut en Bien cocher sûr. autant qu'on veut, voilà, et cetera. Et on a un second volet, qui concerne des informations, personnelles. Je précise que c'est un questionnaire qui est anonyme, donc en fait toutes les informations personnelles, ne seront pas ni divulguées ni, utilisées, heu, à des fins autres que pour mon doctorat. Et d'ailleurs, on ne demande pas le nom, on ne demande pas le prénom, voilà. Mmh mh. On demande juste, par exemple, la ville d'études ou la ville du lycée, mais c'est en fait, on ne va pas se servir de ces informations-là, c'est juste a posteriori pour être sûr qu'on a une certaine représentativité. Parce que si on n'a que des élèves, de la région parisienne, Bah, oui. ou du Grand Est, ça pose un problème en termes de représentativité parce qu'on sait aussi que dans les différents territoires en France, on a certaines disparités. Donc on veut prendre en compte ces disparités pour ne pas reproduire les billets qui existent déjà aujourd'hui et pour ce faire, c'est pour ça qu'on est obligé de demander, certaines informations géographiques, mais pas d'inquiétude, on ne les utilise pas. Et donc ce second volet qui porte sur les informations plutôt personnelles, alors ça va être en fait, la trajectoire, académique. Quel type de bac? Quelles ont été les options éventuellement prises au lycée? Quelles sont les matières préférées? Mmh mh. Hem, Quelles ont été, hem, je dirais les formations post-bac qui ont été suivies? Voilà, c'est ce genre d'informations-là que je demande. Des retours que j'ai déjà pu avoir, c'est un questionnaire qui est assez agréable à remplir. Qui demande un petit peu d'introspection. C'est-à-dire, ça Ouais. ça te demande un petit peu de réfléchir sur soi-même et sur ses choix passés. Mmh. Mais, en général, voilà, ça coule assez bien. On peut y répondre assez facilement, Mmh. plutôt sur ordinateur que sur smartphone, pour être honnête, voilà. Mmh Mais, mh. après ça, c'est des questions techniques. Sinon, voilà, en l'essence, c'est ça. On peut le voir en 2 volets. Un volet plutôt personnalité, centre d'intérêt, un Ouais. volet plutôt, trajectoire scolaire. Mmh mh. Oui, pour l'avoir rempli personnellement, je trouve qu'effectivement, ça demande de se poser un petit peu les questions. Tiens, finalement, où est-ce que j'étais à telle période déjà? Et Ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme choix, et cetera? Et puis après, finalement, les réponses viennent assez naturellement et pour ceux aussi qui s'inquiètent sur la durée de remplissage du questionnaire, là aussi, c'est tout à fait faisable et puis, je vous encourage vraiment donc, comme on disait, à consacrer un petit peu de temps. Si vous êtes intéressé par cette initiative et que vous avez envie de contribuer, au développement du projet, je pense que c'est un bon moyen que de répondre à ce questionnaire-là. ouais, et Et n'oubliez pas aussi de diffuser le questionnaire si vous bien pouvez sûr, auprès de, voilà, je sais pas, vos camarades, vos amis. Parce qu'en fait, effectivement, on n'en a pas parlé forcément, mais utiliser l'intelligence artificielle pour faire des recommandations, ça nécessite une certaine quantité de données au oui. préalable. C'est un outil qui ne peut marcher finalement que si on a suffisamment de données. Donc c'est pour ça, la qualité compte énormément, mais la quantité de données compte tout autant. Donc c'est pour ça, si vous pouvez, répondre au questionnaire et ne serait-ce que, je ne sais pas, le transmettre
page Facebook de promotion, un groupe WhatsApp, Mhm. Instagram, je sais pas. Tout est bon à prendre. Bah parfait, complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais quand même deux questions qui me tenaient à cœur de te poser et qui sortent un peu de ce cadre du doctorat. Si justement, si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui seraient justement un peu perdus dans leur orientation scolaire, qu'est-ce que tu leur conseillerais un petit peu Ça peut être un conseil très général comme un conseil très personnel, c'est vraiment libre et là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu te réfères, par exemple, à un type d'étudiant, lycéen ou vraiment très général? Moi, je pensais très général. Si tu as envie de dissocier lycéens d'étudiants dans le supérieur, libre à toi. Parce qu'en fait, justement, je pense que c'est très différent le processus d'orientation pour un lycéen par rapport à un étudiant qui a déjà fait des choix, en fait, donc qui se spécialise déjà un petit peu. Euh, je pense que déjà, pour les lycéens, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est en fait, bah, ne restez pas seul, parlez autour de vous, renseignez-vous et soyez proactifs. Il y a un problème actuellement dans le système scolaire qui est que, surtout au lycée, on enseigne en fait des matières scolaires, mais on n'enseigne pas aux élèves à s'orienter. On leur apprend de l'histoire, on leur apprend des mathématiques, on leur apprend du français, mais on leur apprend pas comment s'orienter. Alors il y a quelques efforts, je crois, qui ont été faits récemment où voilà, il y a une matière d'orientation scolaire, mais des retours que j'ai eus, c'est assez insuffisant. Donc ce que je pourrais dire, c'est, prenez du temps pour vous, parce que le temps que vous prenez pour rechercher l'information sur ONICEP ou sur d'autres sites, sur des forums ou aussi à des portes ouvertes, par exemple, c'est pas du temps de perdu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est, par exemple, 20 ou 30 heures passées à s'orienter, si ça peut vous épargner une année perdue dans le supérieur? C'est rien, en fait. Il faut toujours, relativiser et mettre ces choses en comparaison. Mm. Hem, Prendre du temps pour s'orienter, c'est jamais du temps de perdu. Et ensuite, pour les étudiants, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, quand on fait déjà un choix de licence ou un choix de master, on s'oriente déjà un petit peu dans un domaine particulier. Et et là, j'ai envie de dire, alors pour vos choix, surtout pour, par exemple, les étudiants en licence, regardez ce que font les étudiants en master et demandez-leur directement. Là, ça peut se faire justement grâce à un retour, grâce à un retour direct, un retour sur expérience, en fait. Et pour les élèves qui, je sais pas, qui seraient en master et qui se poseraient la question, heu, du doctorat, par exemple, hem, moi, je vois en fait deux types, d'étudiants qui pourraient être confrontés à ce choix justement du doctorat. Il y a ceux d'abord qui se disent, un peu comme tu avais dit hem, en début d'interview, ce type d'étudiants, en fait, qui se disent, «Un doctorat, c'est trop théorique, c'est pas pour moi, il y a pas vraiment de sujet, appliqué ou sympa». Heu, En fait, c'est faux et ce que je peux vous conseiller, du coup, c'est de prendre contact avec, par exemple, une équipe de recherche qui aurait publié une offre et de discuter avec eux parce que peut-être qu'en discutant avec eux, vous allez réaliser qu'en fait, il y a un fossé entre l'idée que vous avez du sujet à la lecture de celui-ci et la réalité et ce que vous allez pouvoir faire. Et aussi, rien ne vous empêche d'être force de proposition, d'avoir une idée d'un sujet que vous aimeriez approfondir dans le cadre de votre doctorat et tout simplement de soumettre ce projet de recherche à un laboratoire qui peut-être aura les fonds pour, financer votre doctorat. Et du coup, j'avais aussi évoqué, les étudiants à qui on ne présente pas la Mm. voie du doctorat. C'était un peu mon cas, en fait. Je me suis renseigné sur le doctorat par moi-même et ça illustre aussi justement l'intérêt de cette proactivité, d'aller rechercher les informations par soi-même parce que sinon, j'aurais jamais fait un doctorat, je pense. Donc pour ce type d'étudiants, à qui on ne recommande pas le doctorat, j'ai envie de dire, demandez-vous ce que vous allez avoir envie de faire et ce qui vous motive
après vos études. C'est-à-dire que faire un doctorat juste parce que on va avoir le titre de docteur, c'est pas un bon calcul. Et à contrario, ne pas faire un doctorat parce qu'on se dit que ça va nous fermer les portes, du privé, des entreprises après, c'est pas systématiquement vrai. Surtout en Mmh. informatique, c'est très rarement vrai. Mmh mh. Donc en fait, j'ai envie de dire, faites-vous un tableau, pour et contre le doctorat, et si vous cochez finalement plus de pour, c'est que c'est une option vraiment à considérer. Est-ce que vous aimez approfondir un sujet longuement? Est-ce que vous aimez, transmettre, partager des idées ou voire enseigner déjà? Voilà, toutes ces questions-là, il faut vous les poser Mmh. et vous allez faire ce travail, de réflexion, et puis après voilà, vous allez en venir à une conclusion que bon, finalement, j'ai pas coché beaucoup de cases, c'est peut-être pas une bonne option. Je trouve que ce travail des des tableaux de pour et contre, c'est assez sous-coté, hein. Ça permet vraiment de C'est trop débloquer des fois sous-coté, ouais. des situations, où on a l'impression qu'il y a pas de solution et un petit tableau, ça mange pas de pain, mais ça dépanne bien souvent. C'est ça. Même mentalement, on n'est pas obligé de le faire sur papier, mais Oui. bon, ça aide quand même de garder une trace et puis Mmh. d'y revenir souvent parce qu'en fait, moi je sais que je l'avais fait, je crois que je l'avais fait sur ordinateur et au final je me suis dit: «Qu'est-ce qui me plaît dans un doctorat?» Mmh. Et en fait, il y a l'enseignement qui me plaît, il y a le côté approfondir un sujet, il y a le côté être expert dans un domaine, Mmh. il y a le côté justement être indépendant. J'aime beaucoup l'indépendance, Mmh. et il y a le côté, je donne l'orientation que je veux à, à mes travaux. J'ai Mmh. pas, des ordres qui viennent d'en haut qui me diraient: fais ça, Mmh. applique ça». Mmh. Donc au final, j'ai pratiquement coché, tous les voyants étaient au vert quoi, en fait. Donc Ouais. c'est pour ça que je me suis décidé. Ce qui explique aussi que, à la fin tu le vives plutôt bien. Ouais, ouais, totalement, totalement, voilà. Hem, je pense qu'il y a beaucoup de enfin, en tout cas, le doctorat, c'est long. C'est long, donc en fait, c'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'y renseigner trop tard, parce qu'il faut se réserver un certain temps de réflexion. Et moi, pour être honnête, donc, je pense que j'ai pris pas loin d'un an, à peser le pour et le contre pour finalement me dire: «OK, je vais faire un doctorat». Mmh. Je dirais un an, ouais. Mmh mh. Donc, c'est long, hein. Ah bien C'est sûr. long, mais, pour certaines personnes, c'est plus rapide, heu, parce qu'elles le savent déjà relativement tôt qu'elles vont vouloir faire de la recherche. Mmh. Mais, voilà, après il y a pas de bon choix. Hem, l'essentiel, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Ouais. Bah, écoute, super. Beh, je trouve ça, très enrichissant, puis surtout, très intéressant de pouvoir s'intéresser à des sujets aussi, aussi passionnants que ceux-ci. Heu, Écoute Nicolas, moi je t'invite, si tu me l'accordes, à mettre ton adresse mail également en description pour, comme ça si Aucun les personnes souci. ont des questions complémentaires, je pense que de toute façon elle est mentionnée dans ton questionnaire si je me souviens bien? Oui, oui, elle l'est, donc de toute façon, voilà, ça fera juste doublon, mais, il y a aucun souci. Non, bah, au plaisir. De toute façon, je trouve ça au moins, visuellement, c'est au moins on sait qu'elle est là et puis, on se Et pose pas puis la voilà, question de oui, oui. devoir la chercher. C'est Bah, vrai qu'il écoute y a beaucoup d'infos dans le questionnaire, donc ouais, on peut ne pas l'avoir, en fait, par inadvertance, donc effectivement, c'est une bonne idée aussi, je pense, voilà, de la renseigner comme ça, si vous avez des interrogations, des doutes, mmh mh. sur le projet ou que vous souhaitez aussi y contribuer ou m'aider, par exemple pour collecter des données, pour diffuser le questionnaire, c'est avec grand plaisir. Bon, bah, tant mieux. Bah, écoute, moi, je te remercie, écoute, pour, ton témoignage qui permet quand même de traiter 2 sujets qui ont mauvaise presse, je trouve. D'un côté, l'orientation scolaire où on se dit, «Oui, bon, bah, alors souvent dans ce qu'on me conseille, c'est quand même assez limité, c'est pas vraiment ce qui me convient» et de l'autre côté, l'intelligence artificielle qui, là aussi, pourrait se dire, «Attention, qu'est-ce que c'est un petit peu que tout ça?» Donc, merci de nous avoir éclairé quand même sur ces 2 dimensions-là pour le fond. Et aussi sur la forme, puisque donc, beaucoup d'étudiants peuvent parfois passer à côté du coche du doctorat, alors que c'est une voie qui pourrait aussi complètement leur correspondre. Est-ce que toi, tu as une dernière question, une remarque, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te semblait important? Alors j'ai pas de remarque particulière, je voulais juste te remercier justement pour le temps que tu m'as accordé. Heu,
très sympa et voilà, je pense que ce projet-là, justement, j'y crois et je suis assez convaincu de comment dire? De la portée de l'utilité sociale. Mmh. Donc je suis très content aujourd'hui d'avoir pu témoigner. Très content que tu aies pu justement, hem, que tu m'aies permis justement de parler sur ce sujet qui, je pense, nous concerne tous à peu près. Du moins, la plupart des gens qui regardent ta chaîne, vont se sentir concernés, j'espère. Donc voilà, merci pour ça. Bah, merci à toi, c'est avec grand plaisir aussi et comme tu le dis, c'est effectivement, un sujet qui me passionne et donc c'est avec grand plaisir que de pouvoir aussi te donner un peu, cette opportunité-là. Bah, écoutez, moi je vous invite dans ce cas-là, déjà à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et comme on le disait aussi, à remplir le petit questionnaire de Nicolas. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou bien sur le thème du doctorat ou bien sur le thème de l'orientation scolaire et d'ici là pour moi, il y a plus qu'à.